Et bonjour à tous, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est la liberté d'expression sur Internet. Voilà, nous, on est ici pour principalement vous donner des pistes de réflexion, mais il faut bien que vous ayez tous en tête qu'on n'est pas des experts en la matière. Voilà, nous, on veut juste donner des billes à chacun d'entre vous pour que vous ayez de quoi réfléchir. Voilà. Aujourd'hui, je suis avec Nils de l'Agopop. Ouais, bonsoir tout le monde. Moi c'est Nils, je travaille à Lagopop au point information jeunesse et j'animerai ce live avec Léo et nos invités. Super, merci Nils. Aujourd'hui, on a un live qui va se passer en deux parties principales. On va avoir une partie où on va parler des pratiques des jeunes sur Internet, de quels constats on peut faire, quelles utilisations ils ont des réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut voir comme débordement ou pas d'ailleurs. Donc pour ça, on va avoir Jules qui est avec nous et Sophie Suel qui se présenteront au moment Bonjour. voulu. Et ensuite, on aura une deuxième partie sur la responsabilité des paroles qu'on peut avoir et sur comment on peut vérifier une info. Donc voilà, avant de parler de tout ça, on va commencer par définir pour savoir de quoi on parle. Quand on parle de liberté d'expression, qu'est-ce que ça veut dire, de quoi on parle. Donc il faut savoir que la liberté d'expression, elle est définie en fait par la Déclaration universelle des droits de l'homme qui date de 1948 qui dit exactement ça. Je vais vous la lire. Elle dit que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Voilà, donc ça c'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Elle dit aussi un tout petit peu plus tard que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc en effet, à la fin, là, on parle d'ordre public. Donc en fait, la loi dit ce que c'est que la liberté d'expression, elle dit aussi ce que ce n'est pas. Donc quand on dit liberté d'expression, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de tout dire à qui on veut, quand on veut, etc. Il y a quand même un cadre à respecter qui est défini par cette déclaration. Et voilà. Donc, pardon. Ce qu'il ne faut pas dépasser, c'est ça. En fait, on n'a pas le droit d'avoir des propos qui portent atteinte à une personne, donc pas d'injure, pas de diffamation. Et on n'a pas le droit aussi d'inciter à la haine ou à la violence. C'est les deux points qui font qu'on sort de la liberté d'expression. Et dans ces cas-là, c'est puni par la loi. Voilà. On va enchaîner tout de suite maintenant qu'on comprend un peu plus de quoi on parle. Je vais donner la parole à Jules qui va nous parler un peu de son expérience et de son vécu sur les réseaux sociaux. Jules, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter? Oui, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Jules, j'ai 21 ans, je suis en école d'ingénieur à Grenoble. Je suis un ancien du Vercors, donc j'ai ma famille qui habite sur le Vercors, je suis actuellement sur le Vercors et c'est comme ça que je connais Nils par la GoPop du coup. Sinon, j'utilise les réseaux sociaux quotidiennement, surtout Facebook, Instagram et Snapchat parfois, même si j'ai tendance à l'utiliser de moins en moins parce que je trouve de l'intérêt dans d'autres activités plutôt. Voilà. Ok, super, merci Jules. Et justement, est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu as pu voir déjà des comportements déplacés sur les différents Ouais, réseaux sociaux sur lesquels tu es? ouais. Alors moi, là où je vois surtout des comportements déplacés, je pense que c'est sur Facebook. Parce que Facebook, j'ai un profil qui est plus ouvert, alors que par exemple sur Instagram, je suis un peu dans ma bulle, on va dire, de conviction, de valeurs. Je suis plus abonné à des comptes qui partagent mes valeurs. Mais Facebook, c'est plus ouvert. Et du coup, j'ai pu voir des comportements déplacés à différents niveaux. D'abord au niveau public, donc ça peut être dans des commentaires d'une publication, des choses comme ça, ou des attaques directement sur les personnes. Et au niveau privé, donc ça peut être dans les messages personnels. Donc là, c'est vraiment des personnes qui vont envoyer des messages via Messenger ou via message privé sur Instagram. Et dans les deux cas, ça peut être des insultes, des menaces, du harcèlement.
Ça peut être à propos d'homophobie, de racisme, de sexisme, de transphobie, etc. Et en gros, vraiment tout en fait peut être prétexte à agression. Bah, par exemple, ça peut être une activité, par exemple les vététistes versus les chasseurs. C'est tout con, mais il y a souvent des risques. Ou alors au niveau des convictions, donc le végétarisme par exemple, ça peut être plein de choses différentes. Donc voilà, c'est un petit peu un petit aperçu des comportements déplacés que je vois sur les réseaux. Ok, du coup, tu vois quand même principalement des injures, des propos un peu justement diffamatoires. Ouais. Qu'est-ce que tu Après, en on peut. penses, toi? Est-ce que tu penses que ça a lieu d'être sur ces réseaux? Est-ce qu'il faudrait faire agir autrement ou... Ouais. Bah, en fait, je pense que c'est important qu'on réfléchisse à la portée de ce qu'on écrit sur Internet parce que on peut avoir tendance à se relâcher plus que quand on est à l'oral. Et en plus de ça, ça reste écrit à jamais. Ça reste partout sur Internet. Les mots, du coup, peuvent être très blessants et les actes aussi. Bah, par exemple, typiquement, les acharnements en groupe. Je vois ça assez régulièrement sur Facebook, des gens qui sont tous sur un même groupe et qui vont dire ah, regardez, il y a telle publication où quelqu'un dit quelque chose, ah, moi je trouve que c'est de la merde et tout ça, et ils vont tous aller s'acharner sur cette personne. Ça arrive assez régulièrement que je vois ça. Et ça, c'est le genre d'attaque auquel j'ai arrêté de répondre parce que plus on répond, plus il s'acharne. Donc ça, c'est un vrai problème. Ok. Mais après, sur des attaques, on va dire, plus individuelles, sur des gens qui vont dire des choses qui ne sont pas correctes, je vais essayer de répondre là-dessus et du coup d'exposer ma réflexion, mais avec des arguments posés et surtout dans le respect de l'autre. Et si l'autre ne me respecte pas dans ses réponses, bah, je vais arrêter la conversation et je vais le laisser dans son ignorance. Ok. Toi, c'est ta manière à toi de réagir en tout cas. Tu essaies ici le sujet, tu te dis je peux intervenir, tu interviens et tu vois quand même vachement Ouais, la réponse de l'autre en face, quoi. Et tu vois si tu coupes ou si tu ouais, continues. c'est ça. Ok. Est-ce que pour toi, c'est Ouais. parfois, c'est enrichissant pour toi d'avoir des échanges ou régulièrement tu es confronté à des murs et... Ouais, c'est assez enrichissant parce que du coup, moi j'ai certaines valeurs, certaines convictions et du coup, j'aime comment dire, les exposer pour répondre à des choses qui vont contre mes convictions et expliquer, m'appuyer sur des. Ah, on t'entend plus, Jules. On a un petit problème, je pense, parce qu'on t'entend plus du tout. Il n'y a que moi qui n'entends plus, Jules. Non, pas que toi. Non, je suis de retour. En fait, il y avait du bruit à côté. Ok, Désolé, je reviens. super, pas de souci. Merci, Jules. Voilà, Tu peux désolé pour cette continuer. petite interruption, mais oui, je Pas de crois que de toute façon souci. j'avais fini mon propos. Ouais, ok, ça marche. Ouais. Et juste avant, en tout cas, merci de ce témoignage. Est-ce que pour toi, justement, est-ce que pour toi, on peut tout dire sur Internet? Ou est-ce qu'il y Euh, a quand même des sujets à éviter ou, enfin, Ouais, en fait, je pense c'est important de replacer les choses dans leur contexte, surtout sur Internet où on a tendance à se perdre. Je veux dire, quand on est dans une discussion avec des gens à l'oral, on peut facilement passer d'un sujet à l'autre, mais on va être toujours concentré sur un sujet. Sur Internet, ça peut dévier très vite au fil des commentaires sur Facebook, par exemple, où on va passer d'un sujet à l'autre et tout ça. Et aussi, moi, je suis assez actif sur différents groupes sur Facebook et par exemple, sur un groupe Facebook dédié au VTT, je serais peut-être moins virulent vis-à-vis de propos sexistes que sur une page qui est ouverte à ce sujet. Parce que du coup, par exemple, sur une page qui est plus ouverte à ce sujet, ça me permettra d'avoir l'appui d'autres personnes aussi, avec d'autres arguments, et d'enrichir du coup mon argumentation. Et je trouve ça important. Ah oui, il y a un truc que je voulais dire tout à l'heure que j'ai pas dit, c'est que des fois, du coup, les gens répondent à mes arguments et j'arrive à avoir des débats très constructifs. Et du coup, ça me permet aussi, bah, avec leurs arguments à eux, j'y réfléchis après et puis je me dis, mais bon, ok, c'est un bon argument, effectivement, comment je peux répondre à ça? Et du coup, je fais des recherches, j'appuie mes réponses sur des articles scientifiques, sur des études sociologiques, sur plein de choses comme ça, sur des stats et tout ça. Et j'essaie de mettre pas mal de liens vers soit des sources externes, soit mon expérience personnelle aussi. ok, Voilà. d'accord, ouais, cool. Ouais, du coup, quand même, t'as les deux expériences, quoi. Tu as des fois où ça se passe pas spécialement bien, où tu es obligé de couper un peu court à la Ouais, discussion, mais à ouais, contrario, tu as aussi parfois des discussions hyper intéressantes qui te permettent
toi Ouais. aussi d'évoluer sur ce dont tu penses par rapport à un sujet, quoi. Ouais, c'est ça, carrément. Ok. Ouais. Ça me permet de construire ma réflexion et tout ça. Et puis, ouais, ça me fait franchement évoluer. Et c'est pour ça que je continue à le faire, même si des fois, oui, comme je disais, l'acharnement en groupe, ça m'est déjà arrivé. C'est assez violent. Enfin, vraiment, plus on répond, plus c'est violent et plus il s'acharne au niveau personnel. Ça n'a aucune logique. Et c'est vraiment dans le but de détruire l'autre. Et du coup, après, je l'ai vu sur d'autres personnes. Et vu que moi, je l'avais déjà vécu, je savais ce que ça faisait. J'allais pas répondre à cet acharnement, mais par contre, j'ai apporté mon soutien à la personne qui a été victime de ça en lui disant que c'était aussi un crime qui était puni par la loi et qui peut faire l'objet d'un dépôt de plainte. Et ça, c'est Complètement. important parce que tout le monde ne le sait pas que en fait, ce qui se passe sur Internet, ça peut aussi relever du légal et de l'illégal, quoi. Ouais, bah, carrément, bah, comme on en parlait un peu en intro, et puis c'est bien, tu me donnes presque une transition directement. Avant Et ben voilà, d'enchaîner, parfait. est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose sur ton expérience Euh, ou c'est tout bon pour oui, toi? après, j'ai pas tout dit de ce que j'avais noté avant. Ouais, bah vas-y, hein. Oui, par rapport au message privé, oui, ça peut être du harcèlement, ça peut être aussi du contenu sexuel. Et donc ça Ok. aussi, c'est répréhensible par la loi. Des insultes, des menaces, et ça a beaucoup plus de portée. Euh, et sinon, oui, quand je construis mon argumentation, j'essaie plutôt d'adopter une tournure du type je ressens les choses de cette manière et d'expliquer pourquoi je ressens les choses comme ça, plutôt que de balancer des vérités générales qui sont parfois infondées, quoi. Ok. Et puis, je ne me prive pas de faire preuve d'ironie, d'autodérision, parce que ça donne un peu de force à mon propos. Et c'est important aussi d'être concis. Si jamais vous avez envie d'argumenter comme ça, c'est important d'être concis parce qu'un gros pavé sera beaucoup moins lu qu'une discussion où il y a des arguments qui font un peu de ping-pong. Comme ça, c'est vachement intéressant. Voilà. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, l'important, pour finir, je pense que l'important, c'est, si on veut argumenter, si on veut débattre comme ça sur Internet, c'est de respecter l'autre et de respecter son propos aussi et si on peut, d'utiliser des arguments valides, validés par des expériences personnelles ou des ressources externes. Voilà, c'est Ok. tout pour moi. Eh ben, super, merci Jules. D'une manière, tu as abordé pas mal de sujets qu'on va un peu détailler Ouais, là tout de suite, justement avec Sophie. Et moi, j'ai une toute petite partie qui reprend aussi des ok, points dont tu as parlé. Du coup, je vais pouvoir ok. enchaîner directement en donnant la parole à Sophie Suel, qui travaille pour les promeneurs du net. Mais Sophie, je te laisse la parole. Oui, merci. Ça va être intéressant de pouvoir faire la suite de ce témoignage qui a apporté déjà beaucoup d'éléments. Du coup, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Sophie Suel et en Isère, j'anime un projet pour les jeunes qui s'appelle Promeneurs du Net, qui est à l'initiative de la CAF et qui s'adresse aux jeunes de 13 à 25 ans. Alors, je travaille pas au sein de la CAF, mais au sein d'InfoJeunes 38, qui est une association d'information jeunesse basée à Grenoble, où on répond aux questions des jeunes, on les accueille gratuitement, sans rendez-vous, et c'est pour tous les jeunes sans exception. Alors, les promeneurs du net, c'était la demande de Niels et Léo de savoir un peu ce que c'est. Ce sont des professionnels jeunesse qui, dans le cadre de leur travail, c'est important, sont présents en ligne sur les réseaux sociaux pour être en lien avec les jeunes et assurer une présence éducative en ligne. Alors, à ce titre, ils animent un compte professionnel à leur nom. On y voit leurs photos, leur nom. Pour vous donner un exemple, vous verrez peut-être dans les commentaires, David, que vous verrez après, est promeneur du net, ou bien Niels qui va aussi prendre la parole, les promeneurs du net, donc ils sont référencés avec leur nom, le lien à la structure et puis leur photo. Alors là, on a des exemples d'animateurs ou d'informateurs jeunesse, mais ça peut être aussi des éducateurs, des personnes qui travaillent dans les missions locales, dans les foyers de jeunes, etc. En tout cas, des gens en lien avec les jeunes. L'idée étant, si on ne connaît pas du tout les réseaux sociaux ou Internet, ça va être difficile d'accompagner les jeunes, même si on peut le faire. En tout cas, si un jeune se confie sur un problème de cyberharcèlement, si on n'a jamais mis les pieds sur Snapchat, en quelque sorte, ça va être compliqué de pouvoir répondre le mieux possible à sa demande, même si on pourra toujours l'orienter vers une structure. En tout cas, les promeneurs du net, ils sont présents souvent sur Facebook, même si c'est peu utilisé des jeunes, mais plus souvent encore sur Instagram, sur Snapchat. Et puis certains, comme à l'Agopop, s'essayent sur YouTube ou sur plein d'autres réseaux. Alors, promeneur du net, j'insiste juste toujours auprès des gens, c'est pas un nouveau métier, c'est juste une façon supplémentaire d'être en lien avec des jeunes et de participer à l'éducation au numérique. Mais en tout cas, tout ne se passe pas en ligne. Alors concrètement,
un professionnel de la jeunesse qui est promeneur du net dit aux jeunes de sa structure qu'il est présent à titre professionnel sur les réseaux sociaux et qui peuvent devenir amis en suivant leurs comptes respectifs. Ensuite, une partie du travail, ça va être de publier des informations intéressantes pour les jeunes, donc notamment les activités de la structure, mais aussi plein d'autres sujets, que ce soit sur l'orientation, les loisirs, plein de choses qu'on peut imaginer. Alors, ça leur permet d'être en fait en lien plus facilement avec les jeunes pour répondre à leurs questions ou même organiser par exemple des projets. Dans les cas parfois problématiques, ça peut permettre de repérer des situations un peu compliquées. Je pense à du mal-être, hein, principalement, par exemple, quand un jeune ne va pas très bien, parfois il peut le dire dans un statut ou dans une story. Et puis, il peut y avoir d'autres situations problématiques avec des images qui peuvent être un peu ennuyantes, mais on va y revenir. En tout cas, avec tout ça, finalement, les promeneurs du net, ils permettent aux jeunes un peu de développer l'esprit critique en réfléchissant à la distance qu'on peut prendre par rapport à l'information notamment. Alors, ce que les jeunes apprécient dans le dispositif, pourquoi ils sont en lien avec un promeneur du net? D'abord parce qu'ils apprécient d'être informés directement des activités de la structure et puis ils sont aussi en lien plus facilement avec le professionnel pour s'organiser pour des activités ou autres. En tout cas, il y a aussi un aspect important, c'est le fait de pouvoir avoir une discussion en bilatéral avec un professionnel dans un cadre rassurant. Si j'ai une question personnelle, je ne vais peut-être pas la poser quand il y a mes amis derrière moi, tandis que là, via le numérique, je vais pouvoir me confier si j'ai un souci dans la famille, avec mes amis, etc. Ou si j'ai un projet personnel aussi, je vais pouvoir en parler. Alors, est-ce qu'il y a des soucis sur les réseaux sociaux? On se posait un peu cette question tout à l'heure et on a eu déjà des réponses. Ça peut arriver que les promeneurs du net interviennent en discutant avec un jeune au sujet d'une situation. Ils ne sont pas gendarmes du web, hein, bien entendu, mais souvent ils peuvent interroger les jeunes quand l'image qui est postée va poser question, en tout cas pour la réputation du jeune. Donc c'est ces cas très classiques, des photos de soirée, les photos avec des joints, de l'alcool, des mises en scène avec des armes, etc. Ça arrive quelquefois qu'il y ait des promeneurs du net qui soient sollicités pour du harcèlement ou au moins des embrouilles entre les jeunes, on va dire. En tout cas, souvent, les promeneurs du net interviennent en discutant avec le jeune, parfois en face à face quand ils le connaissent, parfois via un message sur les réseaux. En tout cas, il ressort de ça qu'il y a finalement peu de situations où il y a un non-respect de la liberté d'expression. Il n'y a pas tant que ça de soucis non plus qu'on peut noter. Donc, juste pour terminer, les promeneurs du net, ils le font dans le cadre de leur travail, donc leur employeur est d'accord, et puis ils font partie d'un réseau professionnel. Donc, à ce titre, ils sont formés, hein. On ne s'improvise pas sur les réseaux sociaux, on a besoin de savoir un peu comment faire. En Isère, pour compléter un peu le tableau, il y a environ 45 promeneurs du net. Le projet a été créé il y a 3 ans par la CAF de l'Isère avec différents partenaires qu'on cite. Donc, c'est le département, la MSA, la DDCS, Grenoble-Alpes Métropole, et puis la PAS et le CODAS, qui sont des associations de prévention. Donc, pour retenir, n'importe quel jeune en Isère peut faire appel à n'importe quel promeneur du net via les réseaux sociaux. Et pour les retrouver, il faut aller sur le site Infojeune38 dans la rubrique promeneur du net et on a une cartographie où on peut choisir de discuter, de trouver les contacts des promeneurs du net. Et sur Facebook et Instagram, on peut aussi nous retrouver avec le pseudo PDM38. Faut quand même savoir, juste pour terminer sur cet aspect-là, que le dispositif, il existe dans toute la France. Donc finalement, il y a à peu près 2000 promeneurs en France dans tous les départements. Alors voilà, ça c'était la petite présentation des promeneurs du net, mais vous retrouverez beaucoup plus d'informations si ça vous intéresse en ligne ou en description. En tout cas, par rapport au sujet de ce soir, donc Nils et Léo m'ont demandé de parler un peu des pratiques numériques des jeunes, de savoir ce que font les jeunes en ligne et plus généralement de la manière dont on s'exprime sur les réseaux sociaux. Alors cette question, qu'est-ce que les jeunes font en ligne? Vous avez sûrement des idées, hein. Plein de choses, jouer, regarder des vidéos, travailler, être sur les réseaux sociaux. Alors,
sur cette question. Il y a quand même 80% des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, jeunes au sens des 12-17 ans, selon le baromètre numérique du CREDOC. Et pour les 14-17 ans, ça monte même à 92%, donc c'est quelque chose de vraiment important. Sur les réseaux, les activités principales, c'est d'échanger, de discuter, de s'informer aussi contre une idée reçue, hein, comme quoi les jeunes ne s'informeraient pas. En tout cas, il y a une autre étude de l'association Génération Numérique en 2019 qui a montré que seuls 30% des 11-18 ans disent publier des photos ou partager des vidéos. Alors, avec ce chiffre, on peut finalement se demander, est-ce que les jeunes, ils s'expriment? C'est vraiment le sujet de ce soir. Est-ce qu'on met des choses en ligne? Est-ce qu'on prend la parole? Alors, il semble bien entendu, quand on en discute avec les professionnels, que oui, les jeunes s'expriment, comme ça a été dit avant, mais souvent, c'est dans un cadre assez restreint. Jules nous le disait tout à l'heure, hein, ça peut être dans des groupes ou sur certains réseaux, mais en tout cas, on parle souvent avec sa famille, ses amis, les gens du collège ou du lycée, sur son quotidien, sur ses goûts culturels, on parle de musique, de séries, etc. Il semble que les jeunes parlent peut-être un peu moins de sujets politiques ou d'actualité, encore que, ça c'est un point intéressant, l'adolescence, c'est l'âge de la quête d'autonomie. C'est le moment où on essaie de développer ses propres opinions, ses propres convictions. Donc, même si le groupe est encore très important à cet âge-là, on oscille un peu entre l'avis de la majorité et aussi l'envie de se démarquer. C'est deux logiques qui interviennent. Donc, face à des sujets qui sont clivants dans la réalité, mais comme sur Internet, on peut être amené à vouloir prendre position. Et d'ailleurs, souvent, la manière en France dont le débat est amené nous pousse à le faire. C'est l'emblématique « je suis Charlie » ou « je ne suis pas Charlie ». Voilà, on nous pousse un peu à prendre parti, être d'un côté ou être d'un autre. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a aussi cette histoire de hashtag qui permet de faire référencer un propos pour participer à un débat qui a pris un peu d'ampleur. Alors, on se posait la question en préparant ce live, est-ce que certains sujets sont plus polémiques que d'autres? Je pense que tout le monde aurait son idée sur la question, mais oui, évidemment, il semble bien sûr que ce soit le cas. La religion, bien entendu, ça a été dit. La politique, il y a aussi tout ce que les médias présentent comme des affaires, peu importe le sujet. Et puis, bien sûr, les sujets portés par des militants, par exemple sur l'écologie, l'antiracisme, le féminisme. C'est ce que je lui disais aussi un petit peu en citant d'autres exemples. Et est-ce que certaines périodes sont plus propices à ces débats, à cette tension sur la liberté d'expression, sur la censure, etc. En y réfléchissant, on se dit que bien entendu, oui, suivant l'actualité, il y a des sujets dont les gens vont plus débattre. C'est aussi le cas avant les élections, ou aussi quand une loi est en discussion, par exemple, quand c'est une loi sur un sujet de société qui fait réagir. En tout cas, il y a souvent un effet de masse sur des sujets comme ça qui sont clivants, c'est-à-dire que plus un sujet est polémique, plus il fait réagir, plus il devient visible sur le réseau social, plus tout le monde s'en empare, et puis parfois, c'est un peu ce qui a été décrit tout à l'heure, bah, ça crie dans tous les sens. Alors en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les jeunes, oui, se saisissent de leur liberté d'expression comme les adultes, c'est-à-dire parfois maladroitement, parfois sans idée des conséquences. Mais en tout cas, ce qu'on note, nous, au sein du réseau des promeneurs du net, c'est que la prévention qui est faite au sein des familles, des écoles, des structures jeunesse, elle porte quand même ses fruits. Dans une certaine mesure, on sait que ce qu'on publie va rester en ligne. Donc, les jeunes, comme ils ont conscience un petit peu de ça, pour beaucoup, ils développent un peu des stratégies pour se sentir plus libres ou être moins visibles. C'est pour ça, hein, notamment, qu'on les retrouve moins sur Facebook, Twitter, qui sont les réseaux qu'on avait l'habitude d'utiliser énormément, qui étaient très publics. Sur Instagram, on partage plus son quotidien, un petit peu l'actu. Sur Snapchat, il n'y a pas de mur comme sur Facebook. Donc, il y a vraiment plus de place pour mettre juste un contenu éphémère en story. En tout cas, on s'adresse à un public plus restreint. On essaie de faire attention à ne pas forcément faire sortir ses propos. En tout cas, une des craintes sur Internet, ça a aussi été dit, c'est très simple, hein, c'est de se faire embêter, insulter, voire harceler. Et quand ça arrive, ben, la plupart du temps, c'est quand même par des personnes qu'on connaît dans la vie réelle. Alors, est-ce que les jeunes ont conscience
des limites de ce qu'on peut dire au nom de la liberté d'expression. Moi, je pense qu'on peut penser que oui, en partie. Même si tous les élèves n'ont pas de cours d'éducation aux médias, etc., même si ça existe dans les établissements scolaires, il y a l'éducation morale et civique. En tout cas, selon une étude, là cette fois-ci encore de Génération numérique, il y a quand même 21% des 11-18 ans qui disent avoir déjà vu circuler des propos racistes. Donc ça, c'est une chose qui est interdite au nom de la liberté d'expression. 18% des propos sont repérés comme étant insultants ou haineux en lien avec la religion. Mais face à ces abus, seul un tiers des jeunes signalent ces contenus. Je ne sais pas le chiffre pour les adultes. En tout cas, pourquoi on ne signale pas? Peut-être parce qu'on ne sait pas faire, souvent parce qu'on pense que c'est inutile. Dans certains cas, on peut croire qu'il va y avoir des représailles, même si un signalement est anonyme. Et puis, on peut penser aussi que ce qui est dit n'est pas interdit. Ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui est licite ou illicite. Donc, quand on dit tout ça, on en arrive à cette question, mais pourquoi sur Internet il y a autant d'abus dans les discours? Pourquoi la liberté d'expression est parfois utilisée à tort et à travers? On a ciblé plusieurs choses et du coup, Léo voulait parler un petit peu des comportements antisociaux. Donc, je vais lui laisser la parole et puis après, je pourrai conclure rapidement sur cette partie. Oui, bah, super. Merci Sophie. Merci déjà pour toute cette présentation des promeneurs du net et de tout ce début de partie sur les comportements des jeunes sur les réseaux sociaux. Et ouais, en me renseignant sur le sujet, je suis tombé sur un article d'un psychologue qui s'appelle John Suller. J'espère que je n'écorche pas son nom, mais qui parlait un peu de justement ouais, pourquoi Internet facilite un peu plus les comportements antisociaux, c'est-à-dire violents, insultants, dégradants, etc. Il a listé il a listé 5 points qui selon lui, amènent un peu l'annihilation des comportements. Le premier point qu'il cite, c'est l'anonymat ou l'utilisation d'un pseudonyme en tout cas. Il y a le côté être invisible aux autres. On n'est pas du tout en vis-à-vis direct et du coup, il y a un sentiment de sécurité derrière. Il y a aussi le laps de temps sur Internet entre l'envoi d'un message et la réception, ce qu'on appelle le feedback, qui est différé. Alors même si aujourd'hui on est dans de l'instantané, etc., il y a quand même un laps de temps, notamment quand on utilise les commentaires sur Facebook, Insta, etc. Il n'y a pas de réponse immédiate et du coup, les gens se sentent plus libres de marquer en commentaire en se disant de toute manière, je suis un peu plus en sécurité une fois de plus. Je ne vais pas me prendre de plein fouet, plein de retours là, instantanément, directement. Voilà. C'était le point suivant aussi. Il explique que le fait d'être seul devant son clavier, ça fait qu'on a plus tendance à dire tout ce qu'on a par la tête. On ne se dit pas que ça peut heurter directement une personne qu'on a en face. Et ensuite, et qui est très important selon lui, ce qu'il explique dans l'article, c'est l'absence d'une figure d'autorité. En effet, quand on est tout seul derrière son écran, il n'y a personne qui est à côté qui nous dit attention, ça tu peux le marquer, ça tu peux pas le marquer, ou qui va te juger en tout cas, quoi. Voilà, donc, je trouvais cet article hyper intéressant et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Voilà, il rappelle en tout cas vraiment bien que quand on a une discussion, même constructive sur Internet, il y a quand même plein de choses auxquelles il faut faire attention. Voilà, d'habitude, quand on est en face à face avec des gens, il y a le ton de la voix qui entre en jeu, il y a l'expression faciale, et plein de micro-mimiques qu'on peut souvent constater qui, sur Internet, n'existent plus. Et du coup, souvent, il y a des quiproquos, des mauvaises interprétations. Et du coup, parfois, j'ai un sujet simple qui semble très peu clivant. Eh bien, il y a quelqu'un qui va mal l'interpréter de son côté et qui va répondre de manière un peu virulente parce qu'il le sent comme une attaque personnelle. Et de fil en aiguille, on en arrive à des comportements antisociaux, etc., etc. Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je trouvais ça hyper intéressant et important de le rappeler. Sophie, je peux te redonner la parole. Moi, j'ai fini si tu veux compléter mes propos.
Oui, et ben je vais compléter juste en parlant aussi du sentiment d'impunité. Tu l'as un petit peu abordé dans tout ce que tu viens de dire. Euh, c'est sans cesse répété dans les médias par les hommes politiques notamment. Euh, la loi s'applique aussi sur Internet, bien entendu, on l'entend tout le temps. Pour autant, une des difficultés, c'est que le volume des contenus qui est partagé toutes les secondes sur Internet est telle qu'il y a vraiment des difficultés de modération. Donc souvent, la modération, ça ne peut pas se faire humainement vu ce volume, donc on utilise des algorithmes. Ça pose certaines questions, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. En tout cas, les signalements, du coup, face à tous ces propos qui sont échangés par seconde, sont parfois inefficaces. Donc, certains contenus qui sont illicites, on prend par exemple des propos homophobes, restent en ligne. Donc ça alimente aussi la désinhibition, comme tu nous disais. Si on voit des choses illégales, illicites en ligne, ben, pourquoi moi, je ne me permettrai pas de le faire aussi? Ça m'entraîne aussi un petit peu en quelque sorte. Et le dernier point aussi qui peut expliquer ces comportements antisociaux, je pense, c'est vraiment le modèle économique des plateformes numériques qui sont, on le sait tous, financées par la publicité et par le temps qu'on passe en ligne à cliquer sur des publicités. Internet a besoin de public, des gens pour réagir. Donc, les algorithmes, les plateformes, en quelque sorte, valorisent vraiment ce qui va faire réagir, ce qui suscite de l'émotion, du débat. Mais là, attention, c'est pas du tout propre à Internet. Quand on prend les plateaux de télévision, on retrouve les mêmes mécanismes. On est poussé à réagir avec cette instantanéité dont on parlait tout à l'heure. En tout cas, moi, pour conclure ma partie, ce que je pense, et ça a été très bien dit par Jules, Internet, c'est une belle utopie d'un espace ouvert, propice au débat, à la démocratie, en dehors de la censure possible des États. On a envie d'y aller pour échanger des idées avec des gens. Mais le manque de moyens humains et économiques pour juger et punir les auteurs de propos illicites fait qu'Internet est parfois effectivement un endroit dangereux pour exprimer ses convictions. Ok, eh ben, super. Merci beaucoup Sophie en tout cas de ton témoignage. Je remercie encore une fois Jules aussi qui a témoigné, qui a apporté vachement de sujets intéressants. On va pouvoir enchaîner tout de suite sur la deuxième partie où on a Niels et David qui vont intervenir. Ils vont se présenter chacun respectivement. Ils vont nous parler un peu de la responsabilité de chacun et de la fausse information sur Internet. Je vais donner directement la parole à Niels. Il me semble que c'est lui qui va commencer le sujet. Donc Niels, c'est à toi. C'est ça. Merci Léo. Donc je me présente rapidement parce que je l'ai déjà fait au début. Donc moi c'est Nils de l'Agopop. Je suis informateur jeunesse, donc je travaille au point information jeunesse. Euh, David, je te laisse te présenter avant de lancer le sujet. Bonjour, donc moi c'est David et je suis aussi informateur jeunesse au Point Info Jeune de Vars, donc à côté de Grenoble, juste en bas de Villars. Voilà. Alors nous avec David, on a tenu à vous parler vu qu'on est le sujet général sur la liberté d'expression. On voulait vous parler de la, la responsabilité que porte chacun en soi lorsqu'il interagit sur Internet. Donc sur Internet, on peut s'exprimer facilement et librement. Ça permet à chacun d'entre nous d'échanger, de s'informer et de débattre. C'est cette libre expression qui permet notamment via des forums, des réseaux sociaux, même enfin toutes les plateformes, qui va donner accès à l'opinion d'un grand nombre de personnes. Donc c'est aussi possible de raconter tout et n'importe quoi. Que ce soit conscient ou inconscient, tout le monde pourra exprimer ses convictions et donner accès à de l'information, qu'elle soit fausse, manipulée ou incomplète. Ça arrive aussi. Donc, raconter n'importe quoi en soi, c'est pas interdit dans les limites imposées par la loi que nous a dit tout à l'heure Léo, mais chacun est responsable de ce qu'il va raconter. C'est pour ça qu'il nous semblait important de parler de notre responsabilité dans la diffusion de l'information. On est libre de s'exprimer, mais en connaissance de cause.
Du coup, on est aussi libre de s'informer correctement. Et ça aussi, ça fait partie de nos responsabilités. Donc, on a la responsabilité de ce qu'on doit dire et la responsabilité de comment on prend les choses. Sur Internet, on va pouvoir trouver plusieurs types d'informations qui ne sont pas réellement des informations, parce que ce sont des informations qui sont fausses. La première information fausse, on l'appelle la désinformation. Celle-là, c'est quand on va créer une fausse information et la partager de manière intentionnelle. Donc, on est conscient de partager quelque chose de faux. C'est quelque chose qui est recherché à des fins diverses qui peuvent être le politique, qui peuvent être l'obtention de followers, qui peuvent être plusieurs choses, la monétisation d'une vidéo ou quoi. Mais en tout cas, on sait qu'on a partagé quelque chose de faux, on l'a créé, on l'a transformé. On a par exemple, en 2016, lors de l'élection américaine, de nombreux sites Facebook et Twitter ont diffusé l'information prétendant que Hillary Clinton était gravement malade. Ça, c'était une information fausse qui avait été créée par certaines personnalités à des fins politiques. Alors que, certes, Hillary Clinton n'est plus très en forme, mais elle n'était pas gravement malade. Dans le même genre, on a la mésinformation. Alors, la mésinformation, la nuance, c'est qu'on n'est pas conscient de partager une information fausse. Donc, c'est un partage, on va dire, involontaire. Ça peut être fait parce qu'on n'a pas les connaissances nécessaires, parce qu'on n'a pas fait attention, on a été trop vite. Mais en tout cas, on a partagé une information fausse. Nous, on était de bonne foi à ce moment-là. Et c'est là aussi que c'est dangereux, c'est qu'il faut être capable de faire attention à ce qu'on partage. Sinon, on remet une pièce dans la machine et ça se propage. Un des exemples qu'on a, c'est pendant le virus, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était le Covid il y a quelques temps. Du coup, à l'époque de ce virus, lorsqu'on ne pouvait rien faire de nos vies, il y a eu l'application Stop Covid qui a été mise en place. Et il y a eu pas mal de personnes qui ont partagé l'information qui était fausse, comme quoi cette application permettait de nous géolocaliser et était installée de manière automatique sur nos téléphones. Ce qui était complètement faux. Et pourtant, bon nombre de personnes ont partagé ça en toute bonne foi, en espérant prévenir leur famille et leurs amis d'un abus. Autre particularité qu'on trouve sur Internet, le troncage. Le troncage, ou dans son nom scientifique, nous appellerons la manipulation par décontextualisation. Donc là, c'est des informations qui sont déformées, qui sont construites à partir de bouts d'autres informations qui, elles, étaient réelles et qui ont été diffusées dans d'autres contextes. Donc, on va fabriquer un espèce de monstre hybride, une vidéo, tout un tas de textes qui vont être mis bout à bout. Et du coup, on va avoir le doute parce que ça part quand même de bases vraies. Et c'est des informations qui vont être beaucoup repartagées. C'est souvent utilisé pour faire passer un message politique, une opinion et rallier des personnes à notre cause. L'exemple qu'on peut avoir, c'était à l'investiture de Barack Obama en 2009. Il y a eu énormément de monde. Et en fait, on a utilisé cette photo pour présenter l'investiture de Donald Trump en 2017, pour qui il y avait beaucoup moins de monde, parce que Donald Trump, il est quand même moins cool, il faut quand même l'avouer. Pardon, je ne sais pas si j'ai le droit de donner mon avis sur Donald Trump. J'ai le droit, Nils, de donner mon avis sur Donald Trump?
Dans le cadre de la liberté d'expression, oui. Après, il faut bien préciser que c'est ton avis personnel. Absolument, c'est mon avis personnel, je n'engage que moi. Sophie, Léo et Niels pensent peut-être que Donald Trump est quelqu'un de super, je n'en sais rien. Désolé. Pas de problème. Du coup, un autre petit problème qu'on peut rencontrer sur Internet et par rapport à ces fausses informations, c'est les sites qui partagent tout ça. Et du coup, quand on baigne dedans, en fait, et qu'on fait partie d'une bulle, on est enfermé dans une bulle qu'on appelle bulle de filtre. Je ne sais pas, Niels, si tu veux enchaîner là-dessus. Alors oui, effectivement, j'avais très envie de parler de la bulle de filtre. Alors, il y a deux choses dans ce que vous disiez, David. Tout d'abord, donc la bulle de filtre, pardon, c'est un principe qui a été théorisé par Elie Parizet. On va retrouver ça notamment sur les réseaux sociaux. Les algorithmes sont faits de telle manière à ce que lorsque vous allez liker du contenu ou que vos amis, eux, vont liker du contenu, en produire, etc., les réseaux sociaux vont faire en sorte de vous donner à voir du contenu qui vous plaît. Donc, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est vous garder un maximum de temps sur leur page, sur leur site. Et donc, pour faire ça, eh ben, il faut que vous ayez des choses qui vont vous plaire. Donc, selon les abonnements, les personnes que vous allez suivre, vous allez avoir un effet qui va être un maximum de choses en lien avec ce que vous suivez. Donc, par exemple, si vous êtes fan de l'Égypte et que vous suivez des pages sur l'Égypte, de manière touristique, eh ben, les réseaux vont vous donner, les algorithmes vont vous donner plein d'informations là-dessus, et vous allez peut-être passer à côté d'autres actualités qui peuvent se passer dans ce même pays, où vous allez même ne pas voir certaines actualités qui peuvent exister à côté. Et c'est ce qu'on appelle la bulle de filtre. Ça veut dire qu'on a tous un microcosme de notre Internet dans lequel on reste plus ou moins bloqué. On a tendance à voir ça quand on consomme beaucoup d'informations sur Internet. Au bout d'un moment, on voit qu'on a tout le temps les mêmes sites qui vont nous être proposés, tout le temps un peu les mêmes avis et tout le temps un peu les mêmes convictions qui vont être partagées. Quand on est sur Internet, au moment d'élection, par exemple, on a l'impression que tout le monde est d'accord avec nous et que tout le monde va voter pour le même candidat. Mais en fait, c'est tout simplement les algorithmes qui vont nous donner nous donner à voir ce en quoi nous on croit déjà. Il existe bien entendu des manières d'éviter ça, notamment en utilisant des moteurs de recherche qui ne vont pas traiter vos données de la même façon ou qui ne vont ne pas garder vos données, mais aussi sur des réseaux sociaux où là c'est un peu plus compliqué parce que il y a peu d'alternatives avec de telle puissance et une aussi grosse communauté. Ça va être de s'abonner aussi à des personnes qui ont des opinions contraires aux nôtres. C'est-à-dire, eh ben, si j'ai telle opinion politique, par exemple, eh ben, je vais me forcer à aller liker aussi des pages ou des personnalités d'autres bords, ce qui va me permettre de voir passer un maximum d'informations. Une autre chose par rapport à ça, c'est qu'aussi du coup, on revoit tout le temps les mêmes sites. Ça veut dire que si on va tomber sur des sites d'information qui des fois se trompent volontairement ou pas, ou des fois cherchent la désinformation, comme disait tout à l'heure David, on va avoir tendance à tomber tout le temps sur ces mêmes sites et tourner en boucle parce qu'il faut savoir que tous ces sites sont liés et partagent souvent les mêmes informations. Donc de ce fait, on va avoir accès à plein de fois la même information, ce qui va avoir tendance à nous inconsciemment valider l'information. On la voit passer partout, donc c'est certainement vrai. Et c'est aussi comme ça qu'on peut tomber dans certaines croyances, voire des fois dans certaines théories complotistes. Mais pour cela, on va vous donner un de nos outils qu'on va partager avec vous, qui permettent d'avoir une idée de la hiérarchie des preuves quand on cherche la véracité d'une information. Du coup, David, je te laisse présenter notre graphique pendant que je l'affiche à l'écran. Alors, la pyramide qui permet de vérifier, de mettre une hiérarchie dans les preuves. Donc, on va mettre tout en bas de la pyramide ce qui est de l'ordre de la parole.
Donc, ça veut dire l'avis des gens, tout ça, c'est des choses qui vaut absolument rien. Alors, moi, j'ai un petit souci parce que forcément, le document, je le vois qu'en tout petit. Donc, je vais zoomer. Voilà. Donc, on a l'avis des gens, les rumeurs qui sont tout en bas dans la pyramide des preuves, les anecdotes. Quand quelqu'un vient vous voir en disant « je connais quelqu'un qui… », ok, c'est un témoignage rapporté, ça n'a pas vraiment de valeur non plus. Et c'est souvent ce qu'on a dans nos entourages. L'anecdote personnelle aussi, quand c'est quelque chose qui nous est arrivé à nous, ce qui nous arrive à nous n'a pas vocation à être une preuve, parce que ça peut être une exception, tout simplement. Ou alors, ça peut être aussi une mauvaise interprétation. On a peut-être vécu quelque chose, mais on n'a peut-être pas interprété correctement ce qu'on a vécu, ce qui est possible, ce qui est aussi très compliqué à admettre. Après, on va rentrer dans des choses qui sont plus valables et on rentre dans les preuves factuelles scientifiques. Donc, on va avoir une expérience. C'est une preuve, on va dire, faible. Donc, une étude de cas, descriptive, analytique. Donc, ça, c'est le bas de la pyramide des preuves au niveau scientifique. Au-dessus, on va avoir les essais expérimentaux. Alors, il va y avoir plusieurs types d'essais expérimentaux. Il y a plusieurs méthodes. Il y a certaines méthodes qui permettent d'éviter de faire des erreurs. Et c'est ces expériences-là qui sont les plus fiables. Et enfin, ce qui est tout en haut de la pyramide, c'est les méta-analyses. Les méta-analyses qui reprennent tous les résultats de toutes les expériences. Et comme ça, on peut faire ressortir un résultat général. Et c'est de là qu'on trouve j'ai perdu le mot, les consensus scientifiques. Voilà. Et bien sûr, même dans les consensus scientifiques, il y a toujours quelques scientifiques qui ne sont pas d'accord. Mais bon, on essaye de suivre ce qui fait consensus. Pour revenir rapidement sur les sites qui donnent de mauvaises informations, souvent ils se basent sur les paroles, sur les anecdotes, sur les témoignages ou ce genre de choses. Du coup, c'est pas quelque chose de très fiable. Il y a aussi un dernier point que j'ai complètement oublié, c'est la parole des experts. Quand on a un expert qui prend la parole, alors déjà, il faut veiller à ce qu'il soit bien expert dans le domaine dans lequel il prend la parole. Et ensuite, un expert seul n'est pas une preuve scientifique, il ne fait pas consensus scientifique. Donc, à moins que cette personne rapporte ce que dit le consensus scientifique, s'il est juste en train d'exposer une théorie personnelle, ça n'a pas valeur de preuve irréfutable. Avec en plus de toute cette pyramide, on est aussi sujet à des biais. Du coup, on risque de tomber dans des pièges. Et ces différents pièges, ils nous empêchent de réfléchir correctement, en fait. Donc, les différents biais, on va vous en parler, on va vous en présenter quelques-uns. Je présente les biais, Niels, du coup? Eh ben, vas-y pour le premier, je prendrai le suivant. Très bien. Alors, on va commencer par un premier biais. Niels, il en a parlé un peu avant. Il s'agit du biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, c'est quand on tombe sur diverses informations. Il y en a qui vont conforter ce que je crois, et il y en a d'autres qui vont dire l'inverse de ce que je crois. Et je vais décider de suivre uniquement celles qui confirment ce que je pense. Et toutes celles qui ne vont pas confirmer ce que je pense, je vais les mettre de côté. Je vais faire ça de manière un peu inconsciente. On va même parfois un peu plus loin, c'est que quand on obtient sur Internet une information qui va dans notre sens, on ne va pas la vérifier. On va juste partir du principe qu'elle est juste. Et quand on va tomber sur une information qui va à l'encontre de ce qu'on pense, on va essayer de vérifier cette information pour être sûr qu'elle est fausse. Donc ça, c'est un piège dans lequel il faut éviter de tomber. Le mieux, c'est de vérifier, même quand ça va dans notre sens.
Niels, du coup, pour la deuxième, je te laisse Ouais. faire. Alors du coup, le deuxième biais dont on voulait vous parler, alors On ne t'entend pas, Niels. on ne m'entend pas. Voilà, excusez-moi. Le deuxième biais dont on voulait vous parler, c'est l'appel à l'autorité. Alors il faut savoir que des biais, il y en a plein, plein, plein. On vous donnera à la fin de notre passage un lien pour tout retrouver. Donc le biais d'appel à l'autorité, c'est le fait d'affirmer que quelque chose est vrai parce qu'un expert, entre guillemets, non qualifié l'a affirmé. Donc David en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est souvent quand on va penser quelque chose et par exemple qu'un médecin va aller dans notre sens, on va avoir tendance à le croire parce qu'il est médecin, parce qu'il a une blouse blanche quand il en parle. Mais par exemple, on a eu plein de cas lors du coronavirus où de nombreuses personnes qui sont compétentes dans un certain domaine scientifique vont pouvoir avoir un avis sur quelque chose, mais ne sont pas spécialement virologues, par exemple, ou ne sont pas spécifiquement spécialistes des maladies infectieuses, et ce n'est donc leur parole ne vaut pas plus que la parole de quelqu'un d'autre. Il faut vraiment, quand on recherche à avoir une information fiable, se tourner vers les experts du sujet dont on parle. Voilà, David, je t'en prie pour la suite. Eh bien, on va passer à l'appel à la tradition, qui est un biais que j'aime beaucoup, parce que c'est trop cool l'appel à la tradition. Il y a tellement de gens qui le font. Alors, bien sûr, des fois, il y a des biais qu'on utilise, on ne se rend pas compte que c'est un biais. Nous, on est de bonne foi, on le fait parce qu'on est persuadé que c'était un bon argument. Mais je pense que pour beaucoup de personnes, l'appel à la tradition, ça en fait partie. Donc, c'est affirmer que quelque chose est vrai parce qu'on a apparemment toujours fait comme ça. Et il y a par exemple plusieurs idées qui me viennent en tête, notamment par rapport au fait de ne plus manger de viande. Beaucoup de gens vont dire que on mange de viande depuis des milliers d'années et que du coup, il faut continuer à manger de la viande. Alors, je ne dis pas moi s'il faut continuer à manger de la viande ou pas, mais en tout cas, cet argument, c'est un appel à la tradition qui n'est pas valable. Parce qu'on peut très bien avoir fait quelque chose pendant des milliers d'années avant et se rendre compte qu'on peut faire mieux. D'ailleurs, c'est déjà arrivé dans plusieurs domaines. Moi, par exemple, je pense qu'on a mis des gens, on a condamné des gens à la peine de mort pendant des milliers d'années. Je pense que c'est une bonne chose d'arrêter de condamner des gens à la peine de mort. Autre exemple, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, parce que depuis toujours, c'est des hommes et des femmes qui se marient et qui font des enfants. Donc le mariage homosexuel est contre nature. Ça, c'est pas vraiment un argument intéressant et c'est un appel à la tradition aussi. Et c'est le genre d'argument qu'on entend beaucoup, que dans nos entourages, on va beaucoup entendre. Parfois, on va les utiliser. Alors, on pense tous au repas de Noël et avec notre tonton marrant qui fait des blagues racistes et qui, en plus, utilise des appels à la tradition à tour de bras. Si vous avez le même tonton que moi, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Niels, je te laisse passer au prochain. Ouais, tout de suite. Donc le dernier biais qu'on voulait aborder avec vous, parce qu'il nous semble aussi important, c'est celui qu'on appelle l'homme de paille. Donc l'homme de paille, ça signifie créer une version simplifiée ou un peu différente d'un argument que va nous donner une personne, pour ensuite pouvoir démolir ce nouvel argument un peu déformé plus facilement contre cette version. Donc un exemple tout bête, hein, un parent qui dit à son enfant s'il te plaît va ranger ta chambre, et l'enfant qui répond quoi, je l'ai déjà fait le mois dernier, je vais quand même pas le faire tous les jours. Bah là c'est un homme de paille. Il a changé la question en s'il te plaît range ta chambre en range ta chambre tous les jours, et ce n'est plus du coup le même argument auquel on va s'attaquer. Donc l'homme de paille, c'est quelque chose qui est quand même
souvent utilisés, souvent inconsciemment, hein. C'est les biais, ça, c'est bien des biais, c'est qu'on les utilise sans forcément se rendre compte qu'on l'utilise. Donc c'est bien de prendre conscience soi-même lorsqu'on le fait. Mais lorsqu'on on attaque une de nos idées avec un argument, eh ben on répond à cet argument. On ne reprend pas, on ne déforme pas, on ne détourne pas l'argument. Voilà pour la partie sur les biais. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, alors je vous l'affiche ici, l'ensemble des sources qu'on a utilisées et des outils qu'on vient de vous présenter, vous pouvez les retrouver sur l'URL qui a affiché juste là en bas, donc sur le site de l'Agopop, /live-liberté-expression-sur-internet, pour retrouver tous nos petits outils qu'on vous a donnés. J'en profite aussi avant d'enchaîner et de conclure ce live, une question qui nous a été posée dans les commentaires. En fait, c'est deux questions, donc je vais laisser la parole à Sophie pour répondre. Juste, la question était, on peut ouvrir un profil sur les réseaux sociaux dès 13 ans, comment cet âge a été choisi? Comme il n'y a pas de cours d'éducation aux médias et à l'information systématique, les jeunes expérimentent sans doute seuls cette nouvelle pratique. Comment ou auprès de qui les parents peuvent prendre des informations pour guider les premiers pas sur les réseaux sociaux? Sophie, je te laisse répondre. Oui, alors c'est une question intéressante, celle de l'âge des 13 ans. Je vais faire une réponse qui est assez brève. 13 ans, ça vient de la législation américaine. Aux États-Unis, on a estimé qu'on ne pouvait pas collecter de données personnelles de mineurs de moins de 13 ans. Donc, comme la plupart des réseaux sociaux sont américains, en tout cas si on pense à Facebook par exemple, ça a fait en sorte que 13 ans, c'est un peu imposé au niveau mondial, sachant qu'il y a des pays qui ont changé cet âge, mais en France, on a gardé cette limite des 13 ans pour répondre donc à la personne qui posait cette question. Sur le deuxième aspect, oui, il n'y a pas effectivement d'éducation aux médias et à l'information systématiquement dans tous les établissements scolaires. Pourtant, c'est maintenant dans les programmes. Donc, c'est quand même une chose qu'on peut déplorer, mais ça va se mettre en place, j'imagine, progressivement. En tout cas, oui, les jeunes expérimentent les réseaux sociaux, parfois même souvent bien avant 13 ans. C'est une chose dont ils discutent souvent avec leurs amis, mais les parents, comme ça a été suggéré dans le commentaire, ont toute leur place à prendre, bien entendu. Après, ils ne savent pas forcément comment s'y prendre. Donc, ce que je peux vous conseiller, par exemple, c'est de suivre un petit peu l'association Fréquence École, qui est basée à Lyon, qui est une association d'éducation aux médias et à l'information, qui s'adresse aux jeunes, en intervenant parfois dans le milieu scolaire, aux professionnels et puis aussi aux parents. Et ils alimentent notamment un média en ligne qui s'appelle le Super Média. Ça porte bien son nom puisqu'il y a beaucoup de conseils sur la parentalité numérique. C'est une ressource vraiment qu'il faut aller regarder. On apprend plein de choses. C'est des articles courts et très vivants. Et puis, dans le domaine de la parentalité numérique, il y a d'autres associations. Je vais être brève, mais on peut par exemple citer e-Enfance, avec un numéro d'écoute notamment sur le harcèlement. Il y a aussi l'association Génération Numérique. Et puis également l'Open, qui est l'Observatoire de la parentalité numérique. Donc voilà, des ressources en ligne, il en existe plein. Et je le redis, il y a aussi cet accès aux promeneurs du net en Isère, donc qui sont des professionnels qui connaissent un peu tout ça et qui prennent en main cette éducation aux médias de manière très pragmatique en allant sur les réseaux sociaux pour conseiller au mieux les jeunes sur tous ces sujets. Merci Sophie. Alors juste pour compléter par rapport au plateau du Vercors, à l'Agopop, on est en train de développer des projets autour du numérique, notamment sur la jeunesse avec Léo et moi-même. Et puis plus généralement, l'ensemble de l'Agopop est en train de travailler sur la question du numérique, mais on vous en parlera un peu plus tard. Alors, sans coupure, hop, on enchaîne. Malheureusement déjà sur la conclusion de ce live parce que on s'était donné 1 heure et on arrive au bout. Donc juste avant de finir,
Donc ce live sur la liberté d'expression sur Internet, on souhaitait partager avec vous quelques bonnes pratiques. Donc nous défendons l'idée que beaucoup de choses peuvent être dites et partagées, mais il faut le faire de la bonne manière. Donc savoir s'exprimer sur Internet, ça s'apprend. Donc il faut bien retenir que s'exprimer sur Internet, ça revient à s'exprimer sur la place publique à partir du moment où notre message, il est en dehors d'une discussion privée. La première des limites, c'est déjà de respecter la vie privée de vos interlocuteurs et son droit à l'image. On voit souvent, on peut envoyer facilement des photos aujourd'hui avec les smartphones, où on peut facilement aussi parler de quelqu'un, on peut se taguer sur les réseaux sociaux, etc. Mais avant de partager des informations qui vont concerner d'autres personnes que nous-mêmes, c'est bien d'en parler à la personne concernée, de lui demander l'autorisation. On peut ne pas être d'accord aussi avec un sujet ou avec une personne qui va lancer une idée, et on peut le dire. On a le droit de le dire, à la condition qu'on n'entre pas dans des insultes et qu'on ne va pas nuire à l'image de la personne. Donc dans cette idée qu'on a le droit, nous, de dire qu'on n'est pas d'accord de manière très cordiale, ça veut dire qu'on doit aussi accepter que les gens ne sont pas d'accord avec nous. Quand on affirme quelque chose, on ne peut pas rétorquer « non, mais j'ai le droit à la liberté d'expression, donc ce que je dis, c'est vrai ». Les autres aussi ont le droit de dire que ce qu'on dit n'est pas forcément vrai. J'ai pris une petite citation, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Si vous aussi, vous souhaitez défendre l'idée de la liberté d'expression, alors je vais vous donner quelques clés pour faciliter les débats, les échanges. Déjà, quand on n'est pas d'accord avec une idée, c'est bien de s'attaquer à une idée et seulement une idée. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut avoir une idée à un moment, mais c'est pas la personne que l'on va attaquer, c'est bien l'idée de ce qu'elle a dit. On doit faire preuve d'ouverture, on doit être à l'écoute de toutes les idées, même celles qui ne vont pas nous séduire au début, pour essayer de les comprendre. Et juger l'idée, c'est aussi important parce que il arrive à tout le monde de se tromper, de changer son opinion. Je pense que ça nous est tous arrivé un jour de se dire qu'en fait on s'est peut-être un peu trompé, et donc c'est bien d'avoir ça en tête aussi pour les autres. Si on n'est pas d'accord, on répond par des arguments, pas par des insultes. Et si on n'a pas d'arguments, c'est peut-être que ça vaut le coup de se remettre en question ou d'aller en chercher ou de mieux se renseigner. On a tous des croyances et on a tous des idées reçues en tête. Donc, plus on fera attention à ça, mieux ça sera. Pareil, avant de partager une information, on s'assure au maximum de sa véracité. Dans tous les cas, pour finir, on essaye de comprendre son interlocuteur, on s'intéresse à lui et on pose des questions sur ce qui va nous déranger pour lui laisser une chance de s'expliquer. Traiter de quelqu'un de gros con, ça ne fera que le renforcer dans son idée et ça ne le fera surtout pas changer d'avis. Donc sur de nombreuses plateformes d'échange, vous trouverez aussi qu'il y a des modérateurs. Donc avant de participer aux échanges, on s'informe sur les règles à suivre de son forum ou de son réseau social, et on n'hésite pas à interpeller des modérateurs ou signaler des contenus inappropriés. Ce qu'il faut savoir sur la modération aussi, c'est qu'elle joue un rôle dans les échanges, qu'elle peut être aussi politisée ou en tout cas dirigée dans certaines idées pour favoriser certaines pensées. Donc on se renseigne aussi de l'endroit où on se trouve et où on va intervenir. Voilà. En fait, de manière générale, on reste courtois et dans le cadre de la loi. Et si l'on est témoin de dérive, on peut aller en parler à une personne de confiance si on ne sait pas trop quoi faire, qui va pouvoir nous aider à savoir quoi faire. Donc, je le répète encore une fois, il y a le réseau des promeneurs du net qui sont là pour ça. Voilà. On tient à vous rappeler une dernière fois que ce live, il est fait par des professionnels qui travaillent sur la jeunesse et sur Internet, pas des experts de la liberté d'expression. Donc, on peut aussi avoir dit des bêtises. Donc, vous pouvez aussi aller vérifier ce qu'on a dit. Notre but à nous, ça aurait été de vous donner quelques pistes de réflexion et de partager avec vous certains de nos outils. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis ce soir sur Facebook. Je remercie très chaleureusement Sophie, Jules et David qui nous ont aidés à animer ce live, qui ont apporté des choses très très intéressantes et que j'espère pouvoir revoir bientôt aussi sur Facebook. Puis voilà. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui sont arrivés en cours de live ou qui auraient envie de le revoir, il va être hébergé sur notre page YouTube Espace Jeunesse Agopop. Donc, libre à vous de le regarder, de le partager et même de le liker. Donc, encore merci à tout le monde et puis on vous dit à très vite et à bientôt. Bon week-end à tous.